tout d'abord, permettez-moi de souhaiter à tous mes amis musulmans et à tous les musulmans Ramadan Karim, Kul-Am Uktul Khair, et parce que c'est ça aussi que commémorent les musulmans dans le monde aujourd'hui. Moi, ce que je trouve regrettable et tragique depuis toujours, c'est que Israéliens et Palestiniens sont dans un parcours de lose-lose. Ce qui est bon pour l'un est obligatoirement mauvais pour l'autre, et ce qui est bon pour l'autre est obligatoirement mauvais pour le premier. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit changer dans le narratif. Et je peux comprendre la frustration de millions de Palestiniens qui sont... Parce que quand on parle de la Nakba, on parle en fait du problème des réfugiés. Ceux qui ont décidé de quitter la Palestine de l'époque, quand l'État d'Israël a été créé. Soit ils ont été incités par les pays arabes de quitter parce qu'ils étaient persuadés qu'ils allaient vaincre cette guerre qu'ils avaient déclarée contre Israël en 1948, soit ils ont été encouragés par des leaders palestiniens comme Haj Amin el-Husseini, le grand mufti de Jérusalem, soit ils ont été chassés, encouragés par la Haganah et par la Tzahal à la création de l'État d'Israël. Donc le problème est réel. Il y a des millions de réfugiés palestiniens aujourd'hui qui vivent dans le désarroi, qui vivent dans la détresse. Gaza, on est un très bon exemple, puisque Gaza est le plus grand camp de réfugiés au monde aujourd'hui. Mais ce que je déplore, moi, c'est qu'il n'y a aucun pays au monde qui, après 72 ans, a encore autant de réfugiés. Il y a un seul peuple qui a un organisme onusien qui s'occupe de lui et de ce réfugié, c'est l'UNRWA par l'ONU. C'est absolument inacceptable. Moi, ce que je déplore, c'est que le désarroi palestinien, la Nakba, les réfugiés palestiniens ont été instrumentalisés et le sont toujours par la plupart des pays arabes. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi 70 ans après, un Palestinien qui vit au Liban, un Palestinien qui vit en Irak, un Palestinien qui vit en Syrie, a encore un statut de réfugié. Les Libanais, les Syriens, les Irakiens ne pouvaient pas leur donner un travail, ne pouvaient pas leur donner la nationalité. Imaginez-vous un réfugié en France après 70 ans. Ces enfants sont déjà français. Alors c'est pas normal que les pays arabes ont toujours instrumentalisé la détresse palestinienne, les réfugiés palestiniens, pour des raisons politiques contre Israël. Ça, je le déplore. D'un autre côté, il est évident que la communauté internationale, qu'Israël, que les pays arabes ont une responsabilité vis-à-vis du problème des réfugiés. Mais ce qu'il faut, c'est changer le narratif. Et du côté israélien, il faut le changer aussi. Moi, je sais on va déjà demander à Amir Balran de réagir là-dessus, parce que est-ce que vous êtes d'accord avec Ofer Bronstein quand il dit qu'il faut changer ce narratif? Peut-être que ce mot, d'ailleurs, catastrophe, n'est plus aujourd'hui adapté, et ce terme de réfugié, aujourd'hui, parce qu'on voit bien que plus personne ne veut accepter aujourd'hui, même les Américains ne veulent plus entendre parler de ce mot-là, puisqu'ils ont coupé le financement. Quand vous parlez des Américains qui ont coupé le financement, vous êtes en train de parler de l'UNRWA. C'est de ça que vous êtes en train de parler. L'agence des réfugiés. Ça, c'est ce qui concerne l'agence. Il y a toutes des intérêts politiques derrière qu'on ne va pas en envisager maintenant, mais on va prendre le terme de la catastrophe, la Nakba en fait. C'est le mot arabe qui désigne la catastrophe du peuple palestinien. En 1948, plus de 700 000 Palestiniens sont expulsés, ils sont sans le droit de retour à la Palestine et deviennent de réfugiés, comme l'a dit Ofer, un peu partout dans le monde, dans les pays arabes. Ce qui est important à savoir, c'est que quand on parle de la Nakba, on ne parle pas uniquement d'un effet passé, c'est-à-dire on n'est pas en train de parler uniquement de ce qui s'est passé en 1948, mais on a toujours ce lien. Il y a une grande majorité des Palestiniens, que ce soit vivant dans les territoires occupés ou à l'extérieur, et voire même les Palestiniens qui se désignent comme ça à l'intérieur de la ligne verte, c'est-à-dire vivant en Israël, qui disent la Nakba continue tous les jours. Et comment ils font ce lien-là avec la Nakba? Ils disent, regardez, le lien, par exemple, quand ils prennent des jours qui se passent aujourd'hui, on peut prendre par exemple Ashkelon qui est une ville qui est entre presque près de la frontière de Gaza, qui était un village palestinien jusqu'à 1950, qui date je pense du XIIIe siècle, ou truc comme ça, et habité par des Palestiniens, des musulmans, qui ont été chassés en 1950 de ce village-là, et par
éparpillés un peu, que ce soit à Gaza, soit à Ramleh, qui est à l'intérieur d'Israël. Et voilà, ces gens-là, c'est le lien direct avec la Nakba. On peut prendre aussi l'exemple des Bédouins qui ont été chassés de leur terre et de leur village du Negev. Et qui aujourd'hui se trouvent dans une situation très très complexe, que ce soit par la force armée qui leur disent voilà, vous ne pouvez pas plus rester ici, vous devez partir ailleurs, soit par des trucs truqués qu'ils ont fait en sorte qu'ils étaient obligés de partir de chez eux. Et ça peut continuer un peu partout, parce qu'en fait, comme on l'a déjà dit aussi, le peuple palestinien se trouve sans patrie, dans sa propre patrie, et quand il est à l'extérieur, c'est-à-dire dans les pays arabes comme on vient de l'évoquer, là encore il reste dans une situation très 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 déplorable. 70 ans après, sa situation est encore pire que ce qu'elle était en 1948. C'est pas pour ça qu'il faut abandonner ce narratif, parce que c'est finalement ce que vous demandez au Fer Bronstein. Est-ce qu'il ne faut pas arrêter avec ce narratif de réfugiés? On est bien d'accord que la situation est très mauvaise concernant les Palestiniens. Cela ne veut pas dire qu'il faut changer le narratif. On est en train de parler des causes. Et on n'est pas en train de parler uniquement des causes qui ont créé cette Nakba en 1948, mais on est en train de parler aussi de ce qui s'est passé depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui. Et là, on peut enchaîner avec la manière dont on traite cette mémoire collective. Parce que là, de quoi on est en train de parler? On est en train de parler de la commémoration, de la mémoire collective à long terme. Et l'État juif, le gouvernement juif, c'est de ça qu'il a peur. Il a plus peur de la mémoire que de 1000 raquettes que peuvent envoyer le Hamas ou peu importe. Alors, au Fer Bronstein. C'est là où je dis qu'il faut changer le narratif. Parce que quand les Israéliens entendent les Palestiniens parler de catastrophe, ils sentent que les Palestiniens parlent de catastrophe quand on parle de la création de l'État d'Israël. Donc c'est obligatoirement une menace sur l'existence même de l'État d'Israël. Un Israélien qui dit « Moi j'ai célébré il y a 3 jours l'indépendance de l'État d'Israël, la création de l'État d'Israël, et les Palestiniens parlent de ça comme si c'était une catastrophe. C'est obligatoirement une menace sur eux, et c'est tout à fait normal qu'ils le ressentent comme une menace. De la même façon, les Israéliens aussi doivent changer le narratif. Quand moi j'ai été éduqué, en étant petit, que les sionistes, les premiers sionistes à la fin du 19e, du début du 20e siècle sont arrivés ici, ils sont arrivés dans une terre où il n'y avait aucune population. Même aujourd'hui, quand on parle des territoires occupés, on parle de territoires, comme si sur ces territoires-là, il n'y avait personne qui vivait. Donc, aussi bien du côté israélien que du côté palestinien, le narratif doit changer. Les Palestiniens doivent arrêter de parler de catastrophe, mais de parler de perspectives d'avenir, de parler d'espoir. Et les Israéliens doivent arrêter de nous faire croire, historiquement, que cette terre était une terre qui était déserte et qu'ils sont venus et ils l'ont fleurée. Cette terre, il y avait des hommes et des femmes qui y vivaient. Ils ont été chassés ou sont partis de leur propre gré, soit par la volonté des Israéliens, soit par la volonté des pays arabes, soit par la volonté de leurs propres leaders. Donc il faut faire quand même une correction historique de cette histoire-là et ne pas mettre toute la faute sur les Israéliens. C'est dans ce sens-là que je dis que les Israéliens et les Palestiniens sont habitués à du lose-lose. Au lieu de parler de perspectives d'avenir, d'espoir, de rencontres, de changement de narratif, de changement des livres d'histoire des uns et des autres, pour justement parler d'avenir, on se retourne vers le passé. Moi, le passé m'intéresse beaucoup moins que l'avenir des jeunes qui sont en train de grandir à Gaza et qui sont dans le désespoir, des jeunes qui vivent à Sderot et qui sont terrorisés. C'est eux qui m'intéressent aujourd'hui. Et je vais vous dire quelque chose, je vais te dire quelque chose, Amir, parce que tu es un ami de longue date. Ceux qui sont restés à Yafo, comme toi et ta famille, ont bien fait de rester. Moi, je préfère, c'est pas le débat aujourd'hui, mais je préfère le sort des Palestiniens israéliens qui vivent à l'intérieur de l'État d'Israël que le sort des Palestiniens qui se sont enfuis ou qui ont été chassés et qui vivent aujourd'hui dans les camps de réfugiés libanais ou syriens. Donc, je suis ravi que toi et ta famille, vous êtes restés. De 120 000 Palestiniens vivant à Jaffa, il n'y a que 3 000 qui sont restés. Donc, les chiffres, et ils ne sont pas restés parce qu'ils avaient envie de rester, c'est parce qu'ils n'avaient pas le moyen de partir. Donc, moi, je suis ravi pour ceux qui sont restés. Ouais, moi aussi. Parce que leur sort est meilleur aujourd'hui. Il n'est pas terrible. Ils sont encore considérés comme citoyens de deuxième classe. Mais leur sort est meilleur que ceux des réfugiés palestiniens qui se trouvent en Syrie, en Irak ou à Gaza. Il faut que les uns et les autres changent de façon de voir l'autre. Je vais prendre l'analyse
Juste rapidement, allez-y. Je prends l'analyse de Ofer qui vient de dire maintenant, parce que je suis d'accord avec ça, mais il faut aussi voir qu'il y a deux types de manières de traiter les choses. Et il y a deux grands titres. La manière à l'américaine, ce qu'on appelle, c'est comment est-ce qu'on envisage, comment est-ce qu'on traite la mémoire collective. Et là, la manière à l'américaine, c'est éraser la mémoire des indigènes, des autochtones, de manière très très violente. Et les descendants des esclaves noirs, d'ailleurs, c'est ça ce qu'ils ont vécu. Et il y a tout à fait une autre manière qui est exercée, par exemple, au Canada ou en Australie, quand on parle des Indiens ou quand on parle des aborigènes. C'est-à-dire que là, il y a une vision complètement différente que j'espère bien que l'État d'Israël soit assez raisonnable d'adopter. C'est celle qui fait face au passé de ces peuples et qui a été bien avant de la création de cet État et qui il fait le nécessaire, même si on sait que c'est très très difficile, de justement faire face à ça, trouver les moyens de comprendre, de corriger les fautes du passé et voire même d'indemnité. Et là, je suis d'accord avec toi. Mais dans ce sens, moi, je veux dire quelque chose. Rapidement. Si j'ai beaucoup de respect pour Yitzhak Rabin et pour Yasser Arafat, c'est qu'eux, ils ont changé quelque chose dans le narratif. Je ne parle pas des accords d'Oslo. C'est qu'il y a eu une reconnaissance mutuelle. Exact. Les Palestiniens ont reconnu l'État d'Israël et l'État d'Israël a reconnu le droit des Palestiniens à l'indépendance et à la liberté. C'est vers ça qu'on doit revenir. Et pas faire des comptes historiques qui étaient là le premier. On faire les lois qui sont adoptées aujourd'hui, c'est des grands problèmes qui nous met derrière. Je serais ravi de continuer à le faire avec toi. On en reparlera. Mais il faut parler de perspectives d'avenir. Merci Ophir Bronstein, merci Amir Badran. On va parler